Je suis Esther Ojeda, je fais partie de l'équipe internationale de la clinique Fertilab. Ce soir, je serai la modératrice de ce webinaire qui a pour titre Comprendre et vivre sereinement son parcours de PMA, qui a été organisé avec Bijou Boulindera, coach et spécialisée en accompagnement PMA, et avec le docteur Mofa, directrice médicale de Fertilab. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu la dynamique de ce webinaire. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de présentation visuelle car on souhaitait laisser la parole aussi un peu aux patientes et aux personnes, aux participants. Vous laissez le temps de poser tranquillement vos questions par écrit, laisser le temps au docteur Moufa de répondre et aussi à Bijou. Pour interagir entre vous, comme vous êtes en train de bien faire, vous devez écrire sur la section appelée chat pour interagir entre vous, mais ce n'est pas pour poser vos questions. Si vous, toutes les questions que vous souhaiterez poser au docteur Mofa ou à Bijou Boulindera, vous pouvez les poser dans la section appelée questions. Dans cette section-là, il n'y a que moi qui va les lire en haute voix. Si vous souhaitez que la question soit pour le docteur Mofa, vous pouvez mettre question adressée au docteur Mofa ou au docteur Mofa. Et moi, je vais la lire. Et si c'est à Bijou et tout ce qui est concernant le coaching, l'accompagnement, l'aspect émotionnel, vous pouvez mettre question pour Bijou. Et comme ça, je vais les lire en haute voix, en toute confidentialité. On ne voit pas vos noms ni vos prénoms. Et je vais les lire en haute voix et Bijou ou docteur Mofra, elles vont les répondre. D'accord? Donc, je cède la parole à Bijou Boulindera, que ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille ensemble. On a beaucoup de patients en commun. On a déjà fait des journées informatives à Paris qui se sont très bien passées avec le docteur Mofra, pareil. Donc, on a un très beau partenariat. On en est bien fiers. Donc, merci Bijou d'être là. Et je te cède la parole. Merci. Merci à vous. Bienvenue les Warrior Mom. J'espère que cette opportunité va vous permettre d'exprimer toutes les questions que vous avez au fond de vous. Je ne vais pas me présenter parce que Esther a fait tout le travail pour moi. En tout cas, sentez-vous à l'aise à poser des questions au docteur, à me poser des questions sur les émotions. Évidemment, je vous accompagne sur l'espace Facebook et sur Instagram, donc on se voit en solo ou en couple. Et je répondrai à toutes les questions. Et pour celles qui n'ont pas été posées, on pourra toujours les adresser ultérieurement avec les différents canaux qui vous seront proposés. Merci beaucoup. Je laisse la parole au docteur Mofa. Bonsoir, je suis très contente. On travaille vraiment en collaboration avec Bijou et toutes les patientes qui viennent nous voir. Aujourd'hui, c'est une belle chance de enfin utiliser cet espace pour répondre vraiment à beaucoup de questions. Normalement, quand on fait des présentations, on n'a pas tout le temps l'occasion de répondre à tout. Donc, j'espère pouvoir vous donner voilà, toutes les réponses. Tu es en mute. Oui, excusez-moi. Merci beaucoup à toutes les deux de vous présenter. Donc, n'hésitez pas, les participants et les participantes, de commencer déjà à écrire vos questions. Profitez, ce webinaire fait pour ça. Donc, en attendant, si tu le souhaites, Bijou, de poser quelques questions au docteur Mofa, que ce soit de l'ordre comprendre et vivre sereinement, comment comprendre et vivre sereinement son parcours médical, et en attendant que les patients commencent à écrire leurs questions. Pour l'instant, on n'a pas de questions écrites, donc je vous invite, pendant que Bijou et le docteur Mofa parlent, que vous écrivez en attendant. Alors, docteur Mofa, j'ai quelques questions qui m'ont été remontées par les patientes qui ne sont pas présentes ici. Et très rapidement, je vais commencer par la première question. Quel est le diagnostic précis expliquant les difficultés à concevoir? Oui. Donc, quand on se retrouve dans un cadre de stérilité ou infertilité, il faut déjà faire la différence entre infertilité et stérilité. Donc, nous, les médecins, on indique comme stérilité, donc le manque, l'absence de grossesse après 1 an de rapport non protégé.
Et infertilité, le fait de ne pas arriver à avoir une grossesse évolutive, donc les fausses couches, hein. C'est une patiente qui arrive à concevoir, mais elle peut pas arriver à terme de grossesse. Donc, dans les 2 cas, évidemment, on va commencer pour faire des tests diagnostiques, qui sont dépendants évidemment de plusieurs, conditions, surtout de l'âge, hein. Donc l'âge de la patiente conditionne, le fait de passer à travers certains tests ou pas. Parce que quand une patiente, évidemment, elle a déjà dépassé, le 38-39, quand elle est vers la quarantaine, on n'a plus intérêt, par exemple, à aller faire des tests, des trompes pour vérifier donc, si les trompes sont ouvertes ou pas. On passe directement à des tests qui sont possiblement préalables, à la fécondation in vitro. Donc, si on veut, regarder, donc les tests diagnostiques, dans par bloc, on a sûrement le bloc de l'anatomie, hein, donc il faut aller regarder, comme on disait, soit les trompes ou éventuellement l'utérus par échographie ou hystéroscopie. On a aussi la résonance magnétique dans certains cas. Donc, c'est tous des tests par image qu'on peut faire pour regarder l'anatomie de l'utérus et des ovaires. Après, on a tout le bilan hormonal qui est très important pour voir quelle est la situation hormonale de la patiente, pas simplement le fonctionnement ovarien, mais aussi on va regarder des tests pour le fonctionnement de la thyroïde, pour voir le taux de différentes hormones qui peuvent être impliquées dans le processus d'ovulation et de grossesse initiale. Et après, on a aussi des tests qu'on peut faire sur le côté génétique et immunologique. Donc, quand je parle du côté génétique, normalement, déjà, la plupart des patients vont passer des tests qui sont des prises de sang pour regarder le karyotype, donc voir si on a les chromosomes qui sont normaux à la base, si on n'a pas des soucis au niveau génétique, ou des tests de porteurs pour voir si jamais on est porteur de quelques mutations. Donc, et pour ce qui est évidemment le côté masculin, si on est dans le cadre d'un couple, on va aussi évidemment faire le spermogramme, c'est le test de base. Et il y a aussi d'autres tests plus sophistiqués. Si le test du spermogramme nous montre déjà des problèmes, on peut faire aussi des tests sur le spermatozoïde de fragmentation d'ADN ou pour regarder donc la partie génétique des spermatozoïdes. Et aussi, pour les hommes, tous les tests génétiques de base, le karyotype et éventuellement les tests des porteurs. Donc, mais c'est clair que, encore une fois, le processus diagnostique, il est toujours personnalisé en fonction de l'histoire de la patiente. Chez Fertilab, la plupart des patients arrivent déjà avec un diagnostic, hein, et donc en fonction du diagnostic, on peut orienter vers des tests plus poussés, ou parfois les tests, il faut les mettre à jour. Par exemple, on parle d'une hormone qui est l'hormone plus sensible pour tester la réserve ovarienne, que c'est l'AMH. Il va forcément changer avec le temps. Donc, on va probablement le mettre à jour si la patiente a des résultats qui datent d'il y a longtemps. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon, voilà, je fais une session trop longue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Monfa. Bah, je vais commencer. Il y a déjà pas mal de questions. Donc, tout d'abord, je vais poser une question de l'ordre émotionnel. Comment faire face à l'incertitude et à l'attente entre les étapes du traitement? Bijou. Alors, pour faire face à l'incertitude, vous devez avoir vos projets personnels, avoir des projets personnels qui ont de la réussite pour pouvoir vous concentrer sur autre chose. Vous fixer des objectifs à court terme, je pense que c'est important
de ne pas construire tout un mur dès le départ. Prenez brique après brique pour construire votre mur et chaque brique posée, c'est un moment de succès sur lequel il faut se nourrir. Comme je le répète souvent, en PMA, il faut vraiment célébrer les petites victoires, une prise de sang, un rendez-vous pris avec un médecin, le premier test, c'est déjà très bien. C'est déjà ça qui vous permet de vous rassurer, de ne pas vous mettre la pression. Le chemin est long, mais si vous prenez pas à pas, eh ben, vous allez maîtriser l'attente et voir que vous avancez positivement sur votre parcours. Merci Bijou. J'ai une nouvelle question, c'est pour le docteur Monfa. Comment maximiser les chances d'implantation d'un embryon suite à un transfert d'embryon congelé, s'il vous plaît? Oui, bah, évidemment, il faut bien synchroniser l'endomètre avec l'embryon. Aujourd'hui, on transfère, pratiquement toujours des embryons blastocystes, donc des embryons qui vont être en phase avec l'utérus, au J5, post-ovulation. Et donc, ça dépend du protocole de préparation qui doit être aussi personnalisé. Donc, pour maximiser les chances, il faut avoir un protocole qui est ciblé sur notre cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si la patiente a des cycles réguliers, on préfère faire ça sur cycle naturel. Et donc, maximiser les chances signifie faire un suivi par échographie et prise de sang de l'ovulation naturelle de la patiente et induire l'ovulation de manière synchronisée, de manière que 5 jours après l'ovulation, on aura l'implantation au bon moment. Normalement, on rajoute dans la phase lutéale, même dans les cycles naturels, on rajoute de la progestérone. Et pour maximiser les chances, on va tester les taux de progestérone 1 ou 2 jours avant le transfert. Et si les niveaux de progestérone circulant ne sont pas adéquats, on peut supplémenter encore plus avec de la progestérone par voie subcutanée. Donc là, par exemple, c'est une manière de maximiser les chances. L'autre chose, avant, donc dans la préparation, en général, on conseille aux patientes d'arriver au transfert avec la prise des compléments comme des multivitamines. On sait que l'acide folique, il est protecteur pour les défauts comme la spina bifida, etc. Ou bien la vitamine D est très important, donc avoir un bon taux de vitamine D, c'est important pour maximiser les chances et minimiser les risques de fausses couches. Aussi comme d'autres antioxydants. Donc aujourd'hui, il y a plein de différents compléments qu'on peut prendre vis-à-vis d'une grossesse dans la phase préconceptionnelle. L'idéal, c'est se préparer au moins 1 mois à l'avance et si possible déjà 2-3 mois à l'avance, démarrer avec tous les compléments des vitamines. Et après, comme je disais, par exemple, si la patiente n'a pas des cycles réguliers ou par exemple la patiente est ménopausée, elle se préparera au transfert avec des médicaments qui sont des estrogènes, soit par voie transdermique ou par voie orale ou par voie vaginale. Donc, il faut suivre donc les consignes du protocole et faire les contrôles. Vis-à-vis du stress, parce que je sais que c'est une période très stressante, comme disait Bijou, le mieux c'est de vivre avec des objectifs très concrets hein, et donc simplement respecter un peu le protocole sans que ça ne modifie pas complètement votre vie de tous les jours, hein, parce que ça, c'est pas positif. Ou les patients me demandent, est-ce qu'il faut qu'on reste allongé toute la journée, les jours de transfert? Pas du tout. On peut même, si on veut, voyager le même jour du transfert. Hein. Ça ne va pas faire dommage. Donc, ça, c'est un peu avoir de la naturalité dans son approche. Merci docteur. J'ai une question pour Bijou. Comment gérer l'impact émotionnel des échecs ou des cycles négatifs? Alors, les émotions, en fait, il faut savoir les embrasser. Vous identifiez vos émotions, vous les reconnaissez, vous les exprimez à vos proches. Recentrez-vous sur la prochaine étape.
ressasser les échecs, ressasser les difficultés ne vous aide pas à passer à autre chose, mais accepter l'émotion est une bonne chose, l'accueillir et la partager pour pouvoir, se vider et se donner le temps de se reconstruire pour reprendre, sur la prochaine étape. C'est vraiment mon conseil, là-dessus. Merci Bijou. Alors j'ai une question pour le docteur Moffat. Donc bonjour, j'ai presque 48 ans et deux échecs en adoption d'embryon. Je rencontre de grandes difficultés à perdre du poids, malgré tous mes efforts. Les médecins me font peur avec ce qu'ils ont en trop, ce qui me fait douter pour faire une troisième tentative. Votre avis, s'il vous plaît, docteur? Merci. Ici, indépendamment des échecs, le fait que les médecins insistent beaucoup sur le poids, c'est lié aussi au risque, hein, parce que évidemment, une grossesse à un âge avancé, si en plus on rajoute le problème du surpoids, ça augmente vraiment le risque de complications pendant la grossesse. Donc, c'est pour ça que les médecins insistent beaucoup. Et aussi, quand on se prépare au transfert, donc les résultats des traitements sont meilleurs si on arrive à avoir un BMI donc moindre. Donc c'est pour ça la peur de l'échec, je comprends, et c'est clair que il faut peut-être parfois prendre le temps d'activer des mécanismes, avoir le suivi n'est pas simple, hein, et la plupart des fois, il ne s'agit pas simplement de la volonté, il faut se faire aider sûrement. Moi, je ne connais pas exactement le cas spécifique, mais il y a aussi nous, dans l'équipe, on a un médecin qui est aussi endocrinologue, qui peut faire aussi un suivi de cette partie pour aider les patientes à arriver au BMI idéal, hein, pour affronter donc l'étape suivante. Merci, docteur. J'ai une nouvelle question pour Bijou. Donc, la période post-transfert est très pénible. Comment vivre au mieux cette attente très stressante? Doit-on éviter de faire du sport? On culpabilise souvent de vivre normalement. Déjà, le docteur a un petit peu répondu tout à l'heure sur cet aspect-là. Il faut tout faire pour vivre normalement. Il faut vraiment pas que ça vous empêche de vivre, que ça vous empêche de travailler. Il faut pas focaliser dessus justement, c'est pas la bonne approche. Vous pouvez prendre du temps pour vous, mais ça vous empêchera pas de travailler. Justement, c'est en faisant autre chose que vous vous videz, la tête et vous vous stressez moins. Donc oui, docteur, vous me direz, est-ce que l'exercice physique, n'est pas interdit? Vous n'irez pas Pas du sauter, tout, je sais pas quoi, mais c'est pas pas du tout. interdit et vraiment, voilà. Et vraiment prenez Effectivement, le temps sur vous, des bonnes balades, prendre de l'air, des activités relaxantes, de la respiration profonde, beaucoup de petites techniques comme ça qui vous aident à baisser le stress, sur, ce moment-là. oui, je suis tout à fait d'accord, et par rapport au sport, il peut être aussi bénéfique parce que ça active l'oxygénation, la respiration, donc toutes les processus du métabolisme qui sont positifs sûrement. Manger bien, essayer de bien dormir, boire beaucoup d'eau, éviter évidemment alcool, café, tabac, ça c'est clair. Mais donc le sport, ça fait partie des bonnes choses. Allez, je ne conseillerais pas une marathon le jour après un transfert, mais du sport comme comme vous avez l'habitude, on peut le faire tranquillement et c'est très bénéfique. Mhm. Merci beaucoup. Alors, j'ai une nouvelle question. Bonsoir et merci pour ce webinaire. Je voulais savoir s'il était possible de planifier une séance d'acupuncture auprès de Fertilab après le transfert embryonnaire, par exemple, et si oui, comment l'organiser et qui contacter en amont pour cela. Merci. Là, je ne sais pas si Esther, tu veux répondre. Oui, alors nous avons certains organismes enfin, d'acupuncture avec qui on collabore. Nous n'avons pas
disons, cette division dans la clinique, mais nous avons certaines cliniques d'acupuncture avec lesquelles on collabore. Donc, n'hésitez pas d'écrire. Je ne sais pas si vous êtes déjà patiente ou pas. Si c'est pas le cas, vous pouvez écrire ce soir ou demain à france@fertila.org. Je vais vous l'écrire et je vous aiderai avec ça. D'accord? Moi-même, je peux m'occuper de vous aider par rapport à ça. Merci.